on va démarrer, si vous voulez, la réunion, parce que là on était un petit peu en stand-by. L'équipe est là. Alors, l'équipe en présentiel, il y en a d'autres qui vont venir tout à l'heure. Alors, je vous présente un petit peu les personnes qui sont là. D'abord, monsieur, l'invité d'aujourd'hui. Attends, où est-ce que tu es là? Voilà. Salut Omar, Monsieur Ali Daoudi. Salut, Ali, justement, j'étais en discussion juste avant avec un de tes anciens étudiants, Aïtou Belli, Mohamed. Mohamed, oui, on en parlera quand on a parlé. On en parlera, oui. Voilà. Alors, on en parlera. Monsieur Brahimi, qui est notre. Brahim Zitouni, pardon. Brahim Zitouni, qui est un habitué du GRFI tout le temps avec nous. Madame Aqila Zemiti, hein, c'est ça. Aqila Zemiti, Hadj Hanni, que vous connaissez tous, bien sûr, et Soukhal, monsieur Abdelhamid Soukhal. Voilà. Et moi-même, tout à l'heure, il y aura Fazil Bouawish, il y aura d'autres personnes qui vont se connecter pour cette réunion informelle. C'est une réunion comme habituelle. Hein. C'est la numéro d'ailleurs 24. Hein. Ça veut dire qu'on en a fait 24. Et cette réunion va porter un petit peu sur un thème qui nous est cher maintenant parce que nous sommes en train de préparer un webinaire dessus et nous avons l'incubateur Fila Hainov dans lequel je vais présenter tout à l'heure. Le thème, on l'a retenu, c'est attendez, voilà, programme de webinaire. Alors, c'est l'innovation en agriculture et en agro-industrie, une issue pour rebondir suite à la crise sanitaire du Covid-19. C'est une thématique qui permettra de mettre en exergue certaines innovations pertinentes dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie. Voilà un petit peu que j'ai demandé à Ali Daoudi, que j'ai entendu une fois sur une interview de plusieurs chaînes radio. On a parlé beaucoup d'agro-industrie, de développement d'innovation. Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'essayer d'intervenir et de nous éclairer sur différentes questions qu'on pourra discuter, bien sûr. Je disais que Omar, non, je vous entends bien. Voilà, la première partie donc va être, on va discuter sur cette question donc d'innovation dans le secteur agricole et agro-industrie, et après on parlera aussi de la compilation du bouquin qui est sous nos yeux là, l'agriculture. Bon, il y a M. Daoudi a participé. Vous avez participé. Mais bien sûr, bien sûr, il y a deux contributions de Ali sur les fonds. D'accord. Oui. Mais s'il te plaît, avant 4 heures, je me déconnecte à 4 heures. Enfin, 5 heures, 5 heures, heure française, algérienne. Voilà. Je ne peux pas rester plus de 2 heures. Voilà. Bon. Attends. Bon, ok. Merci Omar. Qui veut commencer? Il n'y a pas de formule. Le thème il est là. Je pense que l'innovation dans le domaine de l'agriculture, l'agro-industrie, issue pour sortir de la crise du Covid, c'est un petit peu le thème d'actualité à l'heure actuelle, mais dans le domaine des innovations, des startups, ces jeunes qui sont en train de ramener des idées intéressantes et tout ça, qu'est-ce que ça peut servir ici pour développer des projets ou des thématiques qui peuvent rendre service à l'agriculture post-Covid. Voilà. Vous êtes invité, mais on est tout à fait. Pas de. Oui, pourquoi pas, mais je ne me suis pas préparé, mais je peux toujours réfléchir à haute voix. Oui, mais tous on est pas préparés. Réfléchir à haute voix. Moi, le débat sur la question de l'innovation comment dire, l'innovation, c'est d'abord les acteurs.
c'est l'affaire des entreprises et donc des agriculteurs et des entreprises. L'innovation, c'est un état d'esprit et c'est une contrainte, c'est une obligation. Les entreprises n'innovent pas pour le plaisir d'innover ou pour produire de nouvelles choses, elles innovent pour résoudre des problèmes, pour gagner plus d'argent. Et est-ce que, donc, pour qu'il y ait dynamique d'innovation dans le secteur agricole ou agro-industriel, il faudrait que les entreprises soient dans un environnement qui les met sous contrainte et qui les oblige, si vous voulez, à innover pour gagner plus d'argent. Sinon, on fait un débat, on peut faire un débat intellectuel sur ce que c'est que l'innovation, sur les inventions, sur le progrès technologique. Ça, on peut en faire. On peut discuter de ça. C'est le rôle de l'université de produire du savoir, des progrès techniques, etc. Mais l'innovation dans le secteur économique, c'est d'abord un acte économique pour résoudre des problèmes, réduire les marges, produire de nouveaux produits et faire du profit. Est-ce que notre économie aujourd'hui est structurée, fonctionne de cette manière-là, de la manière qui incite les acteurs à innover, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, à essayer d'écraser ou de compresser les coûts ou à proposer de nouveaux produits sur lesquels elle va être leader pour pouvoir faire du profit. Je pense que regardons l'agro-industrie par exemple, l'innovation alliée est très limitée parce que nous sommes encore sur des marchés captifs où on peut faire beaucoup d'argent sans aller innover. Sans se casser la tête, oui. Oui, sans se casser la tête. Parce que l'innovation, c'est se casser la tête. Soit à produire soi-même l'innovation, soit aller la chercher. L'essentiel, c'est ça, innover, c'est proposer de nouvelles choses, soit de nouvelles façons de s'organiser, soit une nouvelle technique, soit un nouveau procédé, etc. Et donc, les entreprises aujourd'hui ont plus intérêt, par exemple, à aller dans une stratégie de diversification. Ils peuvent gagner plus d'argent en diversifiant qu'en faisant de l'approfondissement ou de remontée de filière, par exemple. Donc, ça, c'est globalement mon point de vue. Il faut créer les conditions de l'innovation. Les entreprises européennes, japonaises, chinoises innovent parce qu'elles sont dans un environnement super concurrentiel où il n'y a pas de niche de rente. Là, on est dans une économie où il y a des niches de rente que les entreprises essayent de capter, se positionner, échanger à chaque fois que la niche est asséchée. Donc, si on veut avoir une économie qui fonctionne sainement ou dans laquelle l'innovation deviendrait le moteur de la croissance, il faut assécher les niches de rente, de situation, etc. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il peut, par exemple, il y a une demande aujourd'hui. Les startups peuvent se positionner sur certains créneaux, offrir des solutions auxquelles les agriculteurs n'auraient pas pensé et les aider à avoir des opportunités qu'ils ne verraient pas. Donc, on est plutôt dans une logique de créer des opportunités pour les agriculteurs. Ça demande aussi... c'est pour ça qu'on parle beaucoup. Pour l'instant, on voit très peu d'entreprises, des startups qui réussissent réellement à pénétrer le marché parce que la demande, elle est limitée. Comme je viens de le dire, les opérateurs économiques, malheureusement, ne sont pas encore dans une logique d'innovation. Alors, je connais une start-up qui a produit des solutions innovantes, mais qui a du mal à les vendre parce que les agriculteurs ne jugent pas que ça leur apporte trop d'argent. 10% de plus dans le profit, ils peuvent le gagner en changeant de culture plutôt qu'en intégrant cette innovation qui leur coûte cher et qui leur demande un cassement de tête pour la maîtriser sur le plan technologique. Donc, voilà, de mon point de vue, d'abord, il faut faire cette analyse du fonctionnement de notre économie. Est-ce qu'on est dans un environnement favorable à l'innovation? Après, il peut y avoir des petites voies dans lesquelles il doit y avoir certainement des entreprises qui innovent et qui arrivent à avancer. Ce que je dis n'empêche pas l'existence de cas d'innovation. Mais ce que je dis, c'est juste pour que les autorités publiques qui aujourd'hui ont dans leur agenda la promotion de l'innovation des startups et de l'économie de la connaissance, il faudrait qu'ils intègrent aussi la réforme des règles de jeu économique globales et de créer les conditions favorables et qui poussent les entreprises à aller innover. Voilà, je m'arrête là et après je pourrais reprendre la parole. Oui, bien sûr, on va tout de suite effectivement faire un petit tour de table. Brahim, vas-y. Non, tu restes pas. Peut-être que ça... Non, c'est bon. Sinon, Non, je vais parler fort.
Bonjour tout le monde. Dans le droit fil de la pensée de Sirli, auquel je n'enlèverai aucune virgule, parce que c'était exactement la problématique, elle a été très bien posée. Mais je voudrais simplement réfléchir un peu dans cette problématique-là, dans ce contexte-là. Je voudrais réfléchir un petit peu la position particulière de la phéniciculture dans cet environnement qui n'est absolument pas rentier, qui n'est absolument pas favorable à l'innovation, aux startups, si ce n'est à l'accompagnement d'une meilleure diffusion de la rente. Là, les innovations, elles pourront fleurir parce que là, ça rentre dans un système rentier. La phéniciculture a ceci de particulier qu'elle n'est pas intégrée dans la mondialisation. Elle n'est pas intégrée dans la mondialisation, ou en tout cas, il n'y a pas un ordre idéologique ou technologique qui viendrait des centres de la mondialisation et qui viendrait impacter la phéniciculture et son positionnement. Parce qu'il n'y a pas de palmier dattier en Europe, il n'y a pas de palmier dattier, il y a du palmier dattier dans le monde arabo-musulman, en gros. Et donc là, il y a une niche qui est un peu désarticulée par rapport à la mondialisation et par rapport aux dynamiques rentières pétrolières. Par contre, elle est sur une dynamique rentière qui lui est propre. Toute agriculture est une rente différentielle, nous sommes bien d'accord, mais là, c'est une rente différentielle qui n'a pas d'équivalent dans le monde occidental. Et donc, du coup, elle est coupée d'influence qui la mettrait en sous-fonction de quelque chose. Et c'est là, je crois, une grande opportunité, parce qu'il est possible à ce moment-là, dans ce secteur, d'appuyer sur des innovations qui seraient productives. Parce que justement, non intégrées à la rente. Et là, on ferait des gains importants. Je vais donner un exemple pour clarifier un petit peu les choses. J'ai fait des expérimentations sur la récolte des dattes à l'état bassin. Et puis ensuite, je les ai mûries en chambre artificielle et ça a donné d'excellents résultats. Ce qui veut dire que je peux parfaitement récolter à l'état bassin, les laisser à l'état bassin toute l'année et donner des dates fraîches quand je veux, au moment où je veux, au marché local, mais surtout au marché mondial. Voilà une innovation qui pourrait parfaitement être envisageable, qui ferait gagner de l'argent, suffisamment d'argent aux phéniciculteurs ou aux conditionneurs pour pouvoir être adoptée, parce que là, effectivement, le gain est important. Donc, c'est vrai que de façon générale, l'innovation est assassinée par la rente. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être se positionner sur des secteurs qui échappent à la gravité de la rente, la gravité physique de la rente, pour essayer d'y apporter de l'innovation qui pourrait être, à ce moment-là, être reprise par les acteurs et former des nouveaux standards ou des nouveaux modes de production. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Très bien. Il y a de réactions positives qui peuvent mettre sur les rails cette discussion concernant effectivement l'innovation et l'innovation dans notre secteur qui nous intéresse, l'agriculture et l'agro-industrie. On peut réagir. Omar, Madame Youdar, Attal qui lève la main. Vas-y, tu as le micro. Alors, bonsoir, salam alaikum, bonjour. Alors, je prendrai un autre exemple, alors après la date, je prendrai un autre produit qui est celui des poissons actuellement. Alors, nous avons quelqu'un qui, lui, est très versé dans le développement du poisson de manière générale, pisciculture, etc.
mais les différents, on voit que on peut développer le poisson à pêcheur, etc., mais cette production n'évolue pas. Il y a des innovations technologiques qui pourraient développer la culture du poisson en bac, en mer, ici sur le littoral, à travers tout le littoral de l'Algérie. Les gens qui sont en charge de cette histoire, je ne donnerai pas leur nom, je pensais qu'ils allaient développer ça, étant donné qu'ils ont les coups des franches. Mais ils ont même les crédits pour développer ça. Il y a même dans le cadre de coopération internationale pour développer aussi la pêche en Algérie. Mais ça, il y a encore des blocages. Pourquoi il y a encore des blocages? Est-ce que c'est les contrats? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les gens? Est-ce qu'ils ne veulent pas? Est-ce que ce sont les innovateurs sont là, les jeunes sont là. Mais est-ce que c'est institutionnel? On ne veut pas qu'il y ait développement du poisson en Algérie. On a des productions de poissons en Algérie. Encore un autre exemple. On veut la pomme de terre. Là, M. Omar Boussaoud a parlé la dernière fois, on a parlé de la production de pommes de terre. Pendant le ramadan, on avait un blocage. La pomme de terre est arrivée jusqu'à 100 dinars le kilo, alors qu'elle pourrait. Maintenant, elle est redescendue, on est à 35 dinars le kilo. Comment pendant le ramadan, elle coûtait 100 dinars. Une fois que le ramadan disparaît, elle redescend à 35 dinars. Est-ce que c'est les technologies? Est-ce que c'est la main-d'œuvre? Est-ce que c'est les intrants? Est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est structurel? Donc, il y a des questions à se poser. Monsieur de Saoud, la dernière fois, professeur de Saoud, a déjà parlé de ça la dernière fois. Il a donné des pistes de réflexion. Merci pour ça. Maintenant, est-ce que l'innovation, elle est stoppée par d'autres stratagèmes, je dirais? Je m'arrêterai là. Parce que là, c'est encore notre débat. Innovation, ça existe. Les innovateurs existent dans tous les. Si on parle de produits, oui, il y a des innovateurs par produit. On parle de l'eau, on a le stress hydrique. Maintenant, est-ce que c'est le stress hydrique qui nous bloque? Est-ce que c'est les semences? Est-ce que c'est les entrepôts? Est-ce que c'est la logistique? Est-ce que ce sont les crédits? La dernière fois, on disait que 35% du crédit qui a été alloué. Le secteur privé ne bénéficie pas de crédit pour pouvoir développer leur projet. Est-ce que c'est là un des grands problèmes de l'innovation en Algérie? L'innovation existe. Maintenant, est-ce que l'agence Algerian Venture qui doit aider les startups à se développer, à faire plus d'innovation, elle est opérationnelle? Oui, non? C'est encore un débat. Je m'arrête. Merci. Merci Abdenour. Monsieur Attal, je ne sais pas si vous le connaissez, il est à l'Anexal, il est secrétaire général de l'Anexal, l'association des exportateurs. C'est un membre de notre groupe et il s'intéresse beaucoup aux innovations, bien sûr, aux startups et tout ce qui tourne autour de. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voudrais, avant que j'arrête, maintenant nous savons la grande démarche actuellement, c'est de développer les exportations, et particulièrement les grandes opérations commerciales avec la Tunisie, avec la Libye. Oui, à la Libye. Particulièrement avec la Libye. On ne parlera pas avec les pays africains, c'est un autre débat. Là aussi, parce que le grand secteur qui va nous sortir aussi de là où on se trouve actuellement, l'hydrocarbure, etc., c'est l'agriculture. Maintenant, est-ce qu'on met tout le paquet sur l'agriculture? Est-ce que, maintenant, pour ce qui est de la Libye, ce que les Libyens recherchent après tout, qu'on reconstruire et aider la Libye à se développer avec un premier jet de 150 à 200 milliards de dollars, que l'Algérie pourrait s'intégrer dans ces grands projets industriels et reconstruction de la Libye. Est-ce que déjà le secteur agricole algérien, on ne parle pas de la Tunisie après les autres, est-ce que nous sommes face et on est capable, est-ce qu'on mettra les bouchées doubles pour aller vers 4 milliards de dollars de
recettes à la fin de cette année. On va peut-être y arriver, en dépasser le milliard et demi de dollars, on se dirige vers 3 milliards de dollars. Oui, peut-être. Maintenant, est-ce qu'on va les prochaines rencontres avec la Libye, le secteur agricole sera là pour vendre le plus et produire plus. On peut le faire, je pense. Merci. Bah oui, il faut qu'on reste dans le sujet. Il faut qu'on reste dans le sujet, effectivement. Le sujet aujourd'hui est donc une réflexion sur l'innovation en agriculture et en industrie. Allez, ok, merci Abdelnour. On passe à Omar Bessaoud ou bien Madame Joudar qui a, je pense, de bonnes idées concernant l'innovation dans le secteur de l'hydraulique. Vous m'entendez? Tout à fait. Je vous entends. Donc, oui, l'innovation dans le secteur de l'agriculture, il est intimement lié à la disponibilité de l'eau et à la qualité aussi de l'eau. Donc, depuis plus de 8 ans, nous avons lancé pas mal de projets, malheureusement, qui n'ont pas pu voir le jour en tant que projet, mais de toute façon, ça a ouvert des horizons à nos étudiants pour mettre en place des entreprises qui fonctionnent, parce qu'il fallait se rabattre sur une entreprise de Monsieur Tout-le-Monde, parce que tout ce qui est innovant, c'est un peu, enfin, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été vraiment à l'intérêt de, je ne sais pas, de nos gouverneurs. Donc, Monsieur Hadj Henni a assisté à pas mal d'idées, telles que des stations monoblocs d'épuration de l'eau dans des contrées complètement isolées et disposant de terrains agricoles et tout. Il a vu, comme je ne dois pas donner plus de détails parce que je suis tenue par la confidentialité, nous avons aussi, par exemple, un autre projet qui consistait en la transformation des grignons d'olive comme charbon actif pour justement l'épuration de l'eau. Enfin, cette année, on a lancé aussi un projet qui a été mené par une étudiante sur la récupération, par exemple, de l'eau à partir des toits, de toutes les toitures, avec une certaine innovation. Il y a aussi un autre projet que nous avons suivi, c'est la Smart Irrigation. Et puis, enfin, il y en a plein, je ne peux pas tous les dire. J'espère qu'au niveau de Filaha Innove, surtout dans le cadre de l'incubateur, on pourra vous soutenir et être à vos côtés pour justement peut-être relancer toutes ces idées avec de nouvelles têtes, de nouvelles peut-être plus de pertinence et d'efficacité, vu l'intérêt qui est porté par le gouvernement. Voilà. Très bien, on continue Je vous ai donné un petit... Est-ce que M. Bessaoud veut intervenir là? Omar? Oui, oui. On fait le tour de table et puis on continuera. Oui. Non, moi, la question que je me pose, elle est... bien sûr, je suis d'accord avec le point de vue de Ali. Dans une économie marquée par, si vous voulez, des situations de rente, où contrainte d'accès au marché ne se pose pas, l'ambiance, le climat d'innovation et surtout l'adoption d'innovation n'est pas. Mais moi, je pense aussi à autre chose. L'innovation, c'est une affaire, bien sûr, d'entrepreneurs, c'est une affaire d'agriculteurs, mais c'est aussi l'affaire de l'État. C'est l'affaire de l'État. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des entrepreneurs, des startups, etc., bon,
comment faire passer, comment mettre en œuvre, comment faire circuler dans la sphère productive auprès des agriculteurs, y compris par des mesures d'encouragement, d'accompagnement, toutes ces innovations. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Je pense qu'il y a une carence au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au niveau des institutions publiques, je pense au ministère de l'Agriculture, mais je pense également au centre de recherche, que ce soit l'IDGC, enfin, ou les instituts d'expérimentation. Est-ce qu'il y a des dispositivisations? Est-ce qu'il y a des structures qui permettent d'encourager, de capturer, de canaliser favorable à l'innovation? Je pense que on ne peut pas penser uniquement en termes d'acteurs, je veux dire, sur le terrain, agriculteurs, professionnels, etc., et entrepreneurs, mais il faut penser aussi en termes publics, en termes d'institutions publiques, dans tous les pays du monde. Qui connaissent des innovations, il y a aussi des dispositifs publics, des institutions publiques, des mesures de politique publique qui les encouragent. Il ne suffit pas, je le dis, vous connaissez mon caractère un peu rebelle et parfois critique, mais critique dans le sens, pas dans l'analyse, par l'examen, par, si vous voulez, la recherche. Eh bien, moi, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a au ministère de l'Agriculture, au niveau de la direction de la recherche et de la formation, une stratégie, une disposition qui permette précisément. Il ne suffit pas de se gargariser de discours sur les startups, les ceci, les cela. Je veux bien. Mais enfin, quand on voit, et Monsieur Benseman, vous êtes bien placé, vous connaissez les difficultés des startups. Regardez aujourd'hui les défis que nous avons, mais d'énormes défis, liés à la question de l'économie d'eau, de la gestion de l'eau, liés à la question de la pollution des sols et à leur entretien, liés, si vous voulez, enfin tout ça lié au changement climatique aussi. On sait, et puis aussi, enfin, il y a une espèce de croyance parfois. Qui aujourd'hui pense au ministère de l'Agriculture que les systèmes d'économie d'eau ont atteint leurs limites et qu'ils sont même parfois contre-productifs sur le long terme? Je dis bien contre-productifs. Et j'ai des exemples. Et je pense qu'on a, avec Ali, on est sur des réflexions sur les périmètres irrigués et la question de l'eau. Bon, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de… Voilà ce que je pense. Voilà. Sur le plan institutionnel et sur le plan politique, je crois que il y a un climat favorable, etc. Alors que, je le pense, l'université produit aujourd'hui des projets. Il y a une jeune élite, quoi qu'on en pense, de l'état de l'université, il y a des tas d'innovations qui peuvent être canalisées, structurées, organisées et mises en œuvre. Voilà. Merci. On fait un tour de table, on continue à écouter un petit peu tout le monde. Après, on pourra discuter. Je pense que Rachid Boukdour, on va… Tu m'entends, Rachid? Oui, je t'entends. Oui. Bonjour. Oui. Vous m'entendez? On t'entend, Rachid. On t'entend, Rachido. Salut. Écoute, La Tunisie. Bonjour tout le monde.
Mais qu'est-ce que je vais rajouter après avoir entendu Omar? Moi, je ne peux pas rajouter. Ah oui, bah. Tu exagères, Nassir. Au contraire. Non. J'écoute, j'apprends. Non, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien aimé tout à l'heure sur la vision vers la Libye, etc. Parce que je sais que, puisque je suis à Tunis, il y a aujourd'hui beaucoup d'activités entre la Tunisie et la Libye sur justement des livraisons agricoles. Mais moi, je reste convaincu que l'Algérie a un gros potentiel en la matière, notamment sur les wilayas frontalières, parce que je vois arriver ici beaucoup de marchandises agricoles sur la Tunisie déjà. Ça veut dire que je reste convaincu qu'il y a un potentiel à développer, notamment avec nos jeunes agriculteurs. Et le problème, c'est que toute cette marchandise arrive ici sans être j'allais dire, contrôlée. Il n'y a pas d'encadrement. On retrouve sur le marché tunisien beaucoup de produits algériens qui, fatalement, ne sont pas encadrés et ne rentrent pas dans un flux de marchandises réglementées. Donc, je pense que le marché libyen est important, il est en train de s'ouvrir. Et je reviendrai sur la pisciculture parce que c'est un créneau qui est en train de se développer rapidement. Et je reste convaincu que l'Algérie a son mot à dire en la matière. C'est tout ce que je dirais, hein, mais je ne suis pas un spécialiste des startups ni de l'agriculture. C'est pour ça que je disais, quand j'écoute Omar, après, je regarderai un peu ce qui se passe. Mais c'est très intéressant et je vous encourage un peu à aller vers l'innovation. La question qui est à débattre aujourd'hui, c'est, on revient un petit peu sur les innovations, les startups dans le domaine du secteur qu'on veut, donc l'agriculture et l'agro-industrie, disons Covid. Est-ce que le fait d'avoir traversé cette crise sanitaire importante qui a paralysé le monde et qui a paralysé beaucoup de choses, est-ce que ces innovations peuvent effectivement, des startups peuvent amener quelque chose qui peut aider ce secteur? Ah oui, bien sûr. Je crois que nous sommes dans une étape fantastique pour l'innovation après la crise de la Covid-19. Aujourd'hui, nous voyons vraiment des innovations dans tous les secteurs, y compris dans l'agriculture. Le monde est en train d'être bouleversé et l'innovation a une grande place et une grande chance à saisir. Et l'Algérie, elle a un potentiel, moi je reste convaincu. Hein. Maintenant, je ne suis pas spécialiste de l'agriculture, mais je reste convaincu que nous avons, même si on a un problème hydrique, nous avons un potentiel. Alors, il y a des gens qui veulent intervenir. Quand tu lèves la main, je t'ai vu, c'est bon. Je veux sortir de… Alors, attends, on fait quand même un tour de table et puis les réactions se feront automatiquement. Hadjani, depuis tout à l'heure, il essaye de prendre la parole. Vas-y. Moi, je suis d'accord avec M. Berti. Dans la mesure où il a dressé le tableau, en quelque sorte, le tableau de fond de cette histoire d'innovation. Comment elle se fait ailleurs et comment, en quelque sorte, elle doit être structurée de sorte qu'elle soit rentable, qu'elle prenne une bonne part dans l'économie indienne. Alors, je vais citer à titre d'exemple, comme l'a dit tout à l'heure M. Bessaoud, c'est un petit peu l'entreprise qui va tirer vers le haut. On s'est toujours posé cette question. Si c'était l'agriculture qui va servir en quelque sorte l'entreprise de transformation dans l'agroalimentaire, ou bien l'entreprise qui va tirer en quelque sorte vers le haut l'agriculture, dans le sens large du terme. Je ne vous cacherai pas, comme l'a souligné tout à l'heure Mme Zouda, on avait touché, ça fait bien longtemps, bien entendu, un certain nombre de start-up, que ce soit à l'École nationale supérieure de l'hydraulique,
ce soit à travers d'autres institutions et même au niveau des agriculteurs et des entreprises de transformation. Le résultat est le suivant. Nous avons fait, j'ai fait récemment un essai, en quelque sorte, un essai avec des importateurs de semences, des semenciers. Des semenciers qui font des importations de semences tout genre, depuis les agrumes jusqu'au plant, jusqu'aux céréales, etc., etc. Et il est évident que ces semenciers ont un réseau, et un réseau très important, qui les dessert, soit en matière de traitement de la semence, ou bien en matière d'écoulement de la semence importée. Je posais la question à deux semenciers s'ils ne pouvaient pas réunir leurs efforts pour être partie prenante avec, justement, ces exploitants agricoles, de sorte à ce que la semence soit algérienne, sur un certain nombre de variétés. Et pourquoi pas entamer la question par le biais du ministère de l'Agriculture pour réunir ces agriculteurs et faire la bonne part des choses. Nous sommes, je suis arrivé quand même à les convaincre, il y en a deux. On a commencé en quelque sorte sur l'exploitation d'une production de semences qui est homologuée ici en matière de blé dur et en matière d'orge. Vous savez que durant les années écoulées, il n'y a pas eu une production suffisante en quelque sorte en matière de blé et d'orge. Nous allons commencer dans ce programme et essayer d'innover, connaissant bien entendu quelles sont les semences qui sont les plus rentables en Algérie. Je parle toujours sur le plan céréalier. Là, ces deux entreprises vont changer, en quelque sorte, innover pour être partie prenante des exploitants et en même temps trouver le moyen de voir quelles semences homologuées seraient bien traitées, plus rentables dans telle région, beaucoup plus que dans une autre. J'ai pris pour le moment, si vous voulez, dans les zones centrales du nord et celle de l'est, ces deux semenciers pour commencer ce travail. Je vais aller encore à Tlemcen pour réunir entre Mostaganem et Tlemcen et même jusqu'à Adrar pour réunir encore deux autres semenciers qui vont travailler sur la question, mais sur un problème de fond. Quelle est la semence particulière à tel et tel type de sol et tel type de climat? Pour parvenir justement à ce qu'on ait une production semencière assez rentable et en même temps qui pourrait partir d'une génération 0 jusqu'à une génération 4, jusqu'à une R1. Voilà. C'était pour rejoindre l'avis de M. Daoudi et pour dire que la plupart du temps, ce sera peut-être l'entreprise qui va tirer vers le haut beaucoup plus l'agriculture que l'agriculture va desservir toujours avec le même train habituel et se refusant d'innover en matière de technique ou de technologie ou d'adopter en quelque sorte un investissement qui, par changement de culture, lui éviterait telle ou telle dépense. Voilà grosso modo en quelque sorte ce que FIDAHA, parce que c'est toujours au nom de FIDAHA, on entreprend ce type d'expérience, comme on l'a fait au niveau des institutions, ce soit l'institution de Mme Habich, que ce soit le NSH, que ce soit en quelque sorte l'université de Merabès. Je répète encore une fois, ce travail, évidemment, c'était avec M. Sardi qu'on avait initié, puisque lui, il dispose depuis les années 30, si vous voulez, de tout le tableau de semences de céréales au niveau de ce département agronomique. Nous avons aussi vu avec M. Mouche cette question et Mme. Nous allons tenter encore une fois, à titre expérimental évidemment, dans le bassin de la Mitija, voir quel est le type
si vous voulez, d'irrigation le plus approprié et le plus facile à exploiter par nos agriculteurs, que ce soit en matière de plantation par rapport aux cultures fruitières. Ces initiatives, si vous voulez, évidemment, on fait participer les étudiants. Par exemple, les étudiants qui sont porteurs de projets au niveau de l'Angleterre. Mais tout cela, M. Daoudi a mis le doigt, si vous voulez, sur le point le plus sensible, c'est-à-dire la structure qui permettait à cette innovation dans chaque secteur de démarrer et d'inciter, que ce soit l'entreprise ou l'agriculture. Je suis allé à l'OIC. Nous avons discuté de pas mal de questions qui ont trait au problème de stockage. Vous savez que jusqu'à présent, non seulement l'OIC ne dispose pas suffisamment d'aires de stockage de silos pour toute la production importée, pour toute la production algérienne et pour ce qui est importé avant la transformation. Et qu'au-delà de 2 millions de quintaux, ils n'ont pas d'autre choix que d'agrandir. Ce qui fait qu'ils vont jusqu'à louer certaines aires de stockage pour une période qui ne dépasse pas les 2 mois. Ceci dit, en regardant de très près la question qui se pose, c'est parce que l'OIC n'est pas partie prenante en tant que coopérative, avec ses coopératives céréalières, à l'intérieur même des sites qu'elle couvre, pour être partie prenante, non seulement pour le ramassage, mais aussi pour promouvoir et en même temps innover en matière de récolte de semences. Toi qui dispose aussi d'un matériel assez important. Alors tout cela, j'ai pris à titre d'exemple 2 entreprises privées, une entreprise en fils d'État et des institutions de l'enseignement supérieur. À l'évidence, la question de fond reste, comme l'a dit M. Daoudi, c'est une question de structuration de cette innovation. Et quelle est, en quelque sorte, parce qu'il ne faut pas embrasser dans l'état. A priori, il faut donner. Est-ce qu'il s'agit d'informatisation, de numérisation? Est-ce qu'il s'agit évidemment de problèmes de production? Est-ce qu'il s'agit à la base de semences souches ou bien évidemment de structures d'accueil de l'ensemble dans lesquelles il faut aller et qui constituent des priorités? Voilà ce que j'avais dit. Merci, Haj. Ça rentre un petit peu dans notre contexte. J'ai donné des échantillons de travaux qu'on fait au sein de FIDA. Voilà. Absolument. Donc, effectivement, on continue le tour de table. Fazil, tu as quelque chose à dire pour l'innovation? Toi qui es en charge un petit peu de l'incubateur, ou bien on passe la parole à Soukhan, il a préparé quelque chose. Je vais intervenir. Hein? Je vais intervenir une fois. Tu interviens après? Ouais. D'accord. C'est Abdelhamid. L'innovation. Dans le terme de l'innovation dans l'agriculture et dans l'agro-industrie, oui. En conséquence du coronavirus, tout ça, c'est très important. Effectivement, la crise de corona a montré l'importance de beaucoup de choses pour le plan sanitaire et sur le plan alimentaire qui intéresse l'agriculture. Cela a démontré que chaque pays doit avoir un minimum, un SMIC de sécurité alimentaire. Parce que là, nous sommes arrivés à un blocage où les bateaux sont bloqués, le commerce est bloqué, et les avions sont bloqués. Donc, finalement, c'est un peu l'autarcie. La coronavirus a obligé les pays à vivre en autarcie. Alors, ceux qui n'ont pas l'autonomie alimentaire, c'est fou. Donc, voilà. Donc, déjà, cela prouve que nous devons avoir un minimum d'autarcie alimentaire. C'est dans le domaine de l'agriculture. Sans compter l'autarcie sanitaire. Donc, nous devons innover dans le domaine. Mais il n'y a pas que cet aspect coronavirus qui nous oblige justement à innover. Il y a également cet aspect du changement climatique. Oui. C'est réel, c'est pas la blague, c'est réel. C'est ça qui va provoquer des innovations. Nous le vivons
avec ses conséquences pour nous directement, c'est le stress hydrique. J'ai assisté il y a une semaine dernière, au 8 juin, à un séminaire organisé par le CNES sur le stress hydrique avec des conférenciers américains et algériens et qui ont montré que cette situation est assez grave. Donc nous devons en fait, dans notre pays, nous devons gagner, innover pour gagner 2 grandes batailles. C'est ce qui ferait. Il y a la bataille, pour moi, la bataille de l'eau, c'est la première des batailles. Parce que la vie commence avec l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc c'est la bataille de l'eau. C'est quoi pour nous la bataille de l'eau? Nos ressources artificielles sont limitées, elles vont aller en diminuant. La population va augmenter, le besoin en eau va augmenter pour l'agriculture, pour l'industrie, tout. Donc pour nous, notre seule ressource qui reste, c'est l'eau de mer à dessaler. Donc nous devons mobiliser tous les moyens scientifiques, tout ça pour pouvoir dessaler l'eau de mer au coût le plus bas, avec l'énergie que nous avons à Gogo, qui est l'énergie solaire. Voilà. Donc nous devons innover dans ce domaine-là, c'est qu'en fait, nous devons mobiliser, faire un programme spécial de toutes les institutions scientifiques pour que tous les travaux de recherche disent comment dessaler l'eau de mer au prix de revient le plus bas en utilisant l'énergie solaire. Ça, c'est un terme. Donc, voilà déjà la bataille de l'eau. Et le second, c'est la bataille de l'énergie solaire. En fait, c'est sont liés d'ailleurs. Puisqu'il s'agit de, pour nous, la ressource fondamentale, c'est l'électricité photovoltaïque. C'est l'un des plus grands réservoirs au monde, dans ce domaine-là. Nous pouvons produire de l'électricité photovoltaïque au prix le plus bas, qui va nous servir, cette électricité, va nous servir à dessaler l'eau. Même l'eau du Sahara, ils seront obligés, même l'eau d'Albien, ils seront obligés de dessaler dans cette région parce que l'eau est salée. Saumâtre, tout à fait. Ils doivent dessaler. Et là, il y a le professeur Chito qui a développé l'importance même de l'énergie hydrogène dans le futur. Et l'hydrogène, c'est quoi l'hydrogène? C'est l'électrolyse de l'eau avec l'électricité. Donc nous devons avoir l'électricité à bas prix et de l'eau. Et de l'eau pure, bien sûr, parce que l'eau pure, nous sommes obligés de dessaler. Donc vous voyez, les deux termes, eau, énergie solaire, c'est très lié. Voilà, les deux axes principaux de recherche, on doit innover. C'est de l'alimentation et tu as un nexus eau, énergie, alimentation. Voilà. Donc là, alors, pour revenir à l'innovation, comment innover? Il y a l'aspect, l'intérêt, c'est-à-dire, vous avez parlé des startups, là, effectivement, le moteur de l'innovation, c'est gagner d'argent. C'est pour ça va toucher tous les opérateurs privés. Mais là, ça ne suffit pas. C'est l'État qui doit maintenant aussi susciter l'innovation à travers des institutions qu'il a créées, qui payent. Et là, c'est des recherches. Alors, restant dans l'aspect uniquement agricole, quand je dis recherche, ça ne concerne pas uniquement que l'État. Toute entreprise, on doit même avoir un texte qui doit obliger les grandes entreprises à faire de la recherche et développement. Ah oui, c'est la R&D qui manque. J'ai vu l'entreprise Souma, on l'a visité ensemble. Oui. Ils ont créé un département recherche et développement dans l'entreprise privée pour innover, pour trouver de nouveaux types de yaourts, de types de produits, pour des ingrédients, tout ça, comment se passer de devant. Même toutes les entreprises doivent innover en ayant chacune un département recherche et développement. Mais pour rester dans l'agriculture, c'est là où il doit y avoir le plus grande chose à innover. Et innover avec quel instrument? Avec l'INRA, un institut de recherche. Nous n'avons pas d'INRA dans ce pays. Ce que nous avons hérité un peu des coloniales a disparu. Nous n'avons pas développé une INRA algérienne. Hein? On a créé des instituts techniques, qui sont uniquement des instituts techniques de vulgarisation, ils ne font pas de la recherche fondamentale. Or, pour donner des batailles, on a parlé de la bataille de l'eau, la bataille de ça. Nous devons innover dans le domaine des plantes. Nous devons faire de gros travail en matière de génétique des plantes. On trouve des variétés de semences, vous en avez parlé, en Algérie, qui résistent à la sécheresse, parce que nous rentrons dans une phase où il n'y a pas d'eau, donc qui vont se contenter de faire en culture en sec. Il faut qu'ils se contentent de très peu d'eau.
Quand il s'agit de culture en irriguée, il faudrait que c'est des plantes qui résistent au sel, parce que malheureusement, on aura encore de l'eau, de parler des Antilles. Donc, nous devons donc cultiver, faire des travaux pour matière de recherche végétale, pour innover, pour trouver des variétés de semences adaptées au sel, aux plantes et aux maladies aussi, parce que là aussi, nous devons avoir des plantes où on n'a pas utilisé des pesticides. Donc, elles sont aussi résistantes aux maladies. Donc là, on va des plantes qu'on mange nous. Et ensuite, pour les plantes que doivent manger les animaux. Et là, on tombe dans les cultures fourragères, pastorales. Là aussi, nous devons, la certification au niveau de la CEP, c'est aussi pour trouver une variété de plantes, c'est faire la sélection qu'on doit semer pour qu'elles poussent avec 100 mm d'eau, avec 200 mm, un peu plus. Or, on va au niveau du Sahara, dans les vallées sahariennes, il y a des plantes extraordinaires qui vivent, qui se contentent de très peu d'eau et qui poussent. Nous devons donc faire un matériel génétique au niveau du Sahara qu'on doit exploiter. Même l'olivier, l'olivier de la Pérille, il vit très peu d'eau, donc nous devons, il y a un matériel végétal important, nous devons faire la greffe pour pouvoir planter des oliviers au nord à partir de ces souches d'oliviers. C'est pas un exemple. Donc il y a un gros travail en matière de génétique végétale. Il y a un gros travail à faire en matière de génétique animale. Là aussi, si on continue à importer des vaches Holstein, elles vont crever dans ce pays. Elles n'ont rien à bouffer, il n'y a pas de pâturage. C'est tellement besoin de fourrage de luxe, de la luzerne, du maïs, qui nous coûte très cher. Donc nous devons utiliser d'autres animaux. D'abord, il y a la race algérienne qu'on doit faire un gros travail de sélection. Nous devons un gros travail à faire qui n'a jamais été fait. Jamais été fait. Il faut qu'on le fasse. Un travail de sélection sur les races locales aux villes et caprines, qui sont adaptées une sélection sur la race cameline, parce que vous avez des animaux qui sont là. Le camelin est un animal qui est adapté par définition à la espèce. Donc, nous devons, voilà le matériel animal que nous devons exploiter. La solution technique en Algérie n'existe pas. Il faut la créer, il faut la mettre en place. Et pas uniquement par un INRA, mais c'est l'INRA, mais qui travaillera. Bon, ceux qui à Ouargla, au université de Ouargla, ils font de la recherche importante dans les camelins, mais il faut coordonner tout ça. Il faudrait qu'il y ait un programme de travail pour que chacun ait qu'est-ce qu'il a à faire comme boulot. Tous travaillent avec un même but. Voilà ce que nous devons tenir. Donc, il y a matière génétique, non seulement la sélection des animaux dans ce local, sélection, et deuxièmement, des hybrides. Il faut créer une nouvelle race. Oui. Les Australiens, ils ont créé une race laitière, la MZ. C'est la race qui est fait un croisement entre le zébu et la race jerseyese. La jersey, c'est la meilleure race européenne, qui est la plus riche dans le lait, le plus riche en beurre et en fromage. Donc là, les Australiens ont fait un croisement. Donc, ils ont fait une nouvelle race en matière de lait, avec la race zébu qui résiste à la chaleur. Et la race laitière qui vit très bien dans les régions chaudes en Australie. C'est le même cas aux États-Unis. Donc la Bangus, la race Bangus, c'est un zébu plus la Hereford. On fait des croisements. Donc créer une nouvelle race et l'en stabiliser. Donc là aussi, nous aussi, nous devons, nous ne pas à partir de la race algérienne, la race de bovin, ou bien la race de caprin ou d'ovin, faire des croisements. Pour le cas d'ovin, par exemple, si nous devons faire la race laitière, nous avons ce qu'on fait des pays au Proche-Orient, ils ont créé au Proche-Orient, ils ont fait le croisement avec la race Aouès, la race syrienne, avec le bélier frison de l'Est, qui a donné le croisé, Acefa, qui est la meilleure laitière dans le pays méditerranéen. Des patients de l'Alnacol, environnement. Et actuellement, l'Espagnol importe cette race en Espagne. Nous aussi, nous devons faire pareil. Nous avons nos brebis, notamment la Gélène, on peut faire un croisement avec ce bélier frison et créer notre propre race laitière algérienne adaptée au pays. Mais là, nous ne devons pas importer des races pures d'ailleurs. Non, nous devons créer la race qui correspond aux conditions de climat, de maladie, de résistance aux maladies et de nourriture. Donc, il y a un gros travail en matière d'innovation. Et c'est une innovation de manière institutionnelle. Nous devons avoir des institutions qui créent, qui innovent. C'est la vraie innovation. Ensuite, une fois que le matériel génétique est fait, on donne ensuite aux opérateurs privés. Voilà la souche
voilà la nouvelle race, développer ça, c'est là j'encourage les startups de faire de l'élevage dessus. Mais il y a un travail de base qui n'est pas celui des startups, mais qui est en amont, qui est celui de la recherche fondamentale. Donc, le pays il faut qu'il y ait une loi qui oblige, dans la loi de finances, à avoir un pourcentage du PIB algérien qu'on doit consacrer à la recherche scientifique. Et dans cette recherche scientifique, on doit répartir ce PIB à la recherche, à consacrer à l'eau, à l'élevage, au blé, au créneau, et qu'on mobilise les humains, et qu'on mobilise la formation, tout ça, et qu'on demande des comptes régulièrement qu'on suive. Et donc, c'est ça la vraie. Donc voilà ma vision de l'innovation. C'est un peu ça, c'est pas uniquement des startups, ça c'est à la fin, mais il y a en amont. Au départ, il y a ça, il faut qu'il y ait une politique nationale, il faut revenir de recherche, et là on revient au problème du plan de ce pays, on ne doit pas s'engager. Il faut anticiper. Et on doit raisonner pour l'Algérie de 2050, l'Algérie de 2100. Dans l'eau, on faut en de l'Algérie de 2100, c'est pas. Et là, dans des séminaires, on parlait avec le ici pour l'Algérie, nous devons mettre en place un système d'interconnexion de l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans le Ouattara et tout. Il faut qu'il y ait un réseau de canaux, d'aqueducs. C'est comme les Romains commencent à le faire déjà. Alimenter des villes. Voilà, des aqueducs. Il faut alimenter l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud. C'est-à-dire qu'en fait, même l'eau qui est sud au Nord. Non, les deux, parce qu'on va descendre l'eau de mer. On amènera l'eau douce au sud, parce que l'eau de l'Albien, il faut qu'on en bouffe tout de suite. C'est l'eau de mer, elle est inépuisable. L'eau de mer, elle est inépuisable. L'Albien, elle est inépuisable. Donc, je laisse comme ça comme réserve. Donc, il faut un système nord-sud et est-ouest. Et heureusement, ce qui a été fait, commencé à parler de ce qui a été entre Inzal et dans la recette, on a quand même fait 700 km de canaux, d'aqueducs. C'est magnifique, ça. C'est une belle chose qu'on a réalisée. Donc, continuons. Hein? Une grande aberration. Ça dépend. On n'a pas été bête pour ça. Lui, quand il a fait, il voulait se brancher au Nil. Oui, il voulait se brancher au Nil pour amener la Libye une partie de l'eau du Nil. Non, on doit se brancher à Gao au niveau du Niger ici. Alors, amener de l'eau du Niger, même pas entre Niger et moi je donne le mortal, c'est combien 400 km. C'est tout. On commence par là. Et puis on dégaine, on fout l'énergie, il faut l'eau de donnant. Donc il y a un bon travail. Donc il faut un système de le pays Israël. Et puis Israël a fait tout un réseau de connexion d'eau du nord au sud, du Niger, il faut toute l'interconnexion. Et maintenant, il y a la côte de mer, ils vont tout alimenter. Là aussi, nous devons alimenter, comme c'est comme l'être humain, c'est le réseau. L'eau, c'est comme le sang et les mains. Donc, tout pour l'eau potable, les villes doivent être interconnectées. Comme actuellement, il y a plein d'eau au barrage de Bobarol à Mila, et à Alzira, il n'y a pas d'eau. Les barrages sont vides. Là, il va y avoir de gros barrages, de gros conduites pour alimenter. Voilà, grosso modo, c'est du rêve. Toutes les idées innovantes dans le secteur agricole sont depuis plus de 30 ans. Déjà, les gens les connaissent. Et même vous avez été pendant très longtemps au niveau des institutionnels et dans un poste stratégique. Et effectivement, pourquoi le problème que ces idées n'ont pas été appliquées graduellement et réalisées. Et maintenant, pour nous, c'est des innovations de start-up. Non, effectivement, il y a... Moi, j'adhère parfaitement à ce que vous venez de dire. Si on est dans un espace de débat, et si on inversait les questionnements, vous venez de nous dresser une liste des choses qu'il faut faire. Et vous avez entièrement raison, personne autour de cette table ne peut contester tout ce que vous avez recommandé. Mais Semen l'a dit aussi, ça fait un moment, la militaire du secteur, ça fait au moins 25 ans, qu'on dit exactement la même chose. Pour la question, juste pour enrichir le débat, pour aller dans tous les sens, la question c'est, au lieu d'identifier ce que doit faire, on se pose la question, mais pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui? Voilà. On est mal gouverné, c'est tout. Non, il n'y a pas que ça. Oui, d'accord, ça c'est une question. Mal gouverné. Légitimité depuis l'indépendance. Entièrement d'accord. Mais il y a peut-être une question d'incitation. C'est tout le système de gouvernance, comme vous dites, qu'il faut réformer. Ce n'est pas l'identification des priorités, c'est comment remettre
on marche cette machine qui aujourd'hui, on a des scientifiques à l'INRA et au niveau des instituts techniques qui se roulent les pouces. Ils ont des compétences qui se meurent à petit feu. C'est pas qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'ils ne sont pas incités à le faire. Et donc ça, et donc la question, c'est pourquoi on ne l'a pas fait, et on inverse, et comment on commence à se poser les bonnes putains de questions. On met ça, les gros outils, on paye. Non seulement on récupère le cadre, mais on peut même récupérer des chercheurs étrangers. Pourquoi pas? Moi, si nous avons un grand centre de recherche au Sahara sur l'énergie solaire, et des Suédois et des Norvégiens, des Allemands qui seraient très heureux de venir vivre en Algérie, faire de la recherche scientifique là-dedans. Pour peu qu'on y prend le long, je les paye bien, c'est tout. Il paraît qu'on a perdu un marché sur l'énergie solaire qui a été récupéré par le Maroc. Non, on va récupérer ça. C'est tout à l'heure. C'est tout détaillé tout à l'heure. C'est moi, sur l'hydrogène, il est sorti. Omar, tu veux réagir? Rachid, Madame Non, Jouda? non, moi je pense que M. Soukhal a répondu. Non, mais c'est une réalité amère qu'on est en train d'entendre, effectivement. Mais ça fait 30 ans. Effectivement, si on parle d'innovation et quand on sait qu'il y a énormément de choses qui auraient pu être faites et qui sont là et qui n'ont pas encore réalisées, pour nous, c'est quand même triste de voir que nous avons raté le coche de l'agriculture développée en innovation et que certains pays, bien sûr, ont bien avancé. Nos voisins ont réalisé beaucoup de choses mieux que nous, n'est-ce pas, Rachid Boukdour? Lui qui est en Tunisie, il analyse bien le marché tunisien. Mets ton micro, mets. Oui. Oui, Amin. Oui, je pense que ce qu'a dit ici Abdelhamid, que je salue, c'est une réalité. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est une réalité. Bon, maintenant, la grande question, c'est de dire dans quel environnement évoluent nos innovateurs, nos startups. Il faut leur donner un environnement aujourd'hui favorable. On sait tout ce qui ne doit pas se faire. Il faut en tirer des leçons et avancer. Je pense que ça ne sert plus à rien aujourd'hui de dire on a raté le coche depuis 30 ans, depuis 62. Il faut avancer, il faut regarder ce qui se fait ailleurs et faire en sorte que nos jeunes entreprises, nos startups évoluent dans un environnement favorable. Je pense qu'on peut le faire. On a les compétences qu'il faut. Il faut tirer les leçons qu'il faut et avancer. Je reste optimiste. Effectivement. Nous devons effectivement voir toutes ces actions qui soient plus maîtrisées, étudiées et puis élaborées. Bon, c'est pour ça que parmi nous avons quand même des jeunes, des gens qui ont des idées et qui veulent prendre la parole. Qui veulent prendre la parole et qui sont motivés parce qu'ils ont fait des expériences internationales et ils viennent en Algérie, ils voient qu'il y a tout à faire et qu'ils pouvaient faire mieux que ce qu'ils ont fait à l'étranger et ils sont là. N'est-ce pas? C'est facile. Approche-toi. Non, mais on va ouais, voilà. Moi, je reste sur un... Bon, je vais faire un constat rapide et ensuite, je pense, avoir peut-être le privilège de faire le lien entre ce qu'a dit M. Daoudi, tout le monde. Le constat est le suivant. Effectivement, on voit que ça ne fonctionne pas. Ma conclusion, c'est si on pense continuer avec les modèles de management, de gouvernance qu'on a pratiqués jusque-là, je pense sincèrement que ça va être une très très grande erreur et on va perdre beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus qui dit qu'on est à une époque où il faut absolument faire un électrochoc, je n'allais pas dire
idéologique, mais en tout cas en termes de gouvernance, en termes managériels, et de dire, OK, il y a des éléments des légaux qui vont bien, c'est-à-dire, en gros, on a de très bonnes ressources humaines, quoi qu'on en dise, même si dans certains axes, elle a besoin d'être appliquée en fonction des endroits où on parle. Mais je pense que si on doit aller vers l'avant, il faut qu'on réfléchisse à un modèle, j'allais dire, de gouvernance multidimensionnelle, parce que la crise, elle est multidimensionnelle. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de management, ce n'est pas une question d'expertise. C'est de s'entendre déjà sur le constat qui dit qu'on a managé d'une certaine manière, ça a fonctionné dans un certain contexte, ça ne fonctionne plus, et quel électrochoc on doit apporter aujourd'hui. Moi, je pense que le premier point, c'est de reconnaître qu'il faut mettre la ressource humaine au centre de la politique algérienne, c'est-à-dire la qualité de la ressource humaine. Il faut l'entourer avec des institutions, parce que quand on a de la ressource humaine, même de très très bonne qualité, qui est étalée ou qui est disparate dans des grandes institutions, qui n'est pas organisée, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle pour faire fonctionner tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc il faut remettre déjà la ressource humaine au centre, se concentrer sur des institutions, on l'a dit, des institutions d'excellence, c'est-à-dire que leur niveau, leur qualité doivent être absolument discutables, pas au niveau algérien, mais au niveau mondial, et je pense qu'on en est capable. Je pense que la troisième dimension, c'est d'aérer l'Algérie, c'est-à-dire de prendre les compétences algériennes en local, les mélanger avec la compétence algérienne à l'étranger, voire des compétences étrangères, parce que le savoir, ça se partage, les modes de travail se partagent, les idées se partagent, et il n'y a pas de raison que si on est un peuple sophistiqué comme tous, on n'a pas cette approche ouverte pour internaliser toute cette énergie. L'approche qui consiste à être fermé et de dire on a un modèle algérien, on est très bien, moi cette approche-là, je la trouve très très limitée. Il faut prendre confiance en soi, il ne faut pas se remettre en cause, mais il faut reconnaître qu'il y a certains piliers importants en termes de reconnaître la ressource humaine, l'excellence et la force des institutions. C'est très simple, si on compare les pays développés, ils ont aujourd'hui quoi? En réalité, ils ont des institutions très puissantes. C'est-à-dire que quand on va dans un secteur, quand on parle de technologie, quand on parle de médecine ou autre, les pays qui sont très très en avance ont des institutions très fortes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que parfois, dans ces institutions-là, on trouve beaucoup d'Algériens. Je ne dis pas que, il y a toutes les nationalités, mais on trouve des Algériens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos institutions sont très faibles, pas nos citoyens, pas nos individus, même s'il reste du travail, mais le problème n'est pas là. Stratégiquement déjà, au niveau gouvernemental, et je ne vais pas rejeter toute la pierre sur eux, mais c'est à eux de remettre les institutions d'excellence, disons, les mettre en lumière, point 1, remettre la ressource humaine au centre, laisser respirer l'Algérie, c'est-à-dire connecter les ressources, d'accord, à l'extérieur, à l'intérieur, définir des objectifs très clairs. Je vais vous donner des repères très très simples. Quand on regarde l'innovation au niveau mondial, c'est-à-dire quand on regarde tous les brevets qui sont déposés, au niveau mondial, vous avez aujourd'hui 50% des brevets qui sont américains, 30% des brevets qui sont chinois, et les 20% qui restent, c'est tout le reste du monde. Donc vous y mettez toute l'Europe et tout ce que vous voulez. Ça dit quoi? Pour moi, ça dit quelque chose d'important pour nous, Algériens. D'abord, quand on regarde 30% de l'innovation chinoise, ceux qui pensent qu'on est obligé d'adopter un modèle d'excellence avec un modèle culturel se trompent. Parce que la Chine prouve quoi? On peut avoir un régime communiste et une économie très puissante. D'accord? Ça veut dire qu'on peut, avec notre histoire, avec nos modèles, être capable de développer notre économie et notre excellence. Il faut juste avoir un esprit ouvert et se réorganiser. Par contre, je ne vais pas trop rallonger ce que je suis en train de dire, mais je reviens sur la gouvernance. Ça me semble, au moment où on vit tous cette Algérie d'aujourd'hui, la gouvernance est très faible, à très haut niveau, ça se voit, et c'est critique. C'est-à-dire qu'il faut remettre le haut niveau dans le haut niveau. On ne peut pas mettre les gens moyens au haut niveau. C'est catastrophique pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, il faut reconnaître cette excellence-là. Cette excellence-là, c'est les hommes, ce n'est pas les immeubles. Donc, c'est les hommes qu'il y a dans l'immeuble qui font la qualité de l'immeuble, pas la beauté de l'immeuble. Donc il faut se remettre sur cette vérité-là. On n'a rien inventé. Il faut qu'on remette les bons hommes aux bons endroits. Donc, la ressource humaine, la puissance des institutions et l'excellence, et un modèle de gouvernance. Si on arrive à faire ça, comme a dit M. Soukhal, après on repart sur des choses très très pertinentes et très concrètes en fait qu'il a dit.
On peut avoir des gens très très pertinents autour de la table, ou des businessmen qui ont beaucoup d'argent pour faire, mais si l'environnement de gouvernance, la gouvernance n'est pas claire, si l'environnement juridique est instable, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut relever le niveau, vraiment, encore une fois, pour ma part, ça commence au plus haut niveau, parce que les entrepreneurs n'ont pas vraiment besoin de l'État. Ils vont agir d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était un peu les points que je voulais mettre en main. Ouais. Merci beaucoup, Fadé. On abordera après l'incubateur. Brahim voulait intervenir après toi. Vas-y. Tu veux intervenir maintenant? Oui. Moi, j'ai pas. Allez. Nordin Bakalem, agriculteur. Je voulais parler avant Abdelhamid, puisque Abdelhamid a, je pense, repris par les idées que je voulais reprendre, à savoir que la première innovation qu'il faut faire en Algérie, c'est de remettre les gens au travail. Quand je dis remettre les gens au travail, je suis d'une génération... Elle sera primée dans le concours qu'on a lancé. Je suis d'une génération qui a connu mieux, puisque nous avons connu les années des fin 60, des 70, etc. Où, malgré toutes les difficultés, le peu d'argent que nous avions, nous avons mis en place pas mal de choses qui restent jusqu'à présent au-dessus de tout ce qui se fait aujourd'hui avec des grands moyens, avec beaucoup d'argent. Je cite par exemple tous les instituts qui existent, ne serait-ce que dans l'agriculture, tous les instituts qui existent et qui sont tous au point mort. Si ce n'est pas en faillite, alors ils sont en train de combiner, que tous les instituts doivent être regroupés au niveau de l'INRA. Enfin, des différentes formules qui sont en train d'essayer de mettre en place, aucune ne marche. Parce que l'État, il faut le dire, il faut être clair et net, l'État aujourd'hui qui nous dirige, apparemment ça ne les intéresse pas, le développement au niveau du développement national. C'est des gens... pendant des années, des gens ne regardaient que le bateau. C'est ça ce qui les intéressait. C'est le bateau. Or, tout le reste, quand je vois par exemple des instituts comme l'ITAF, par exemple, l'Institut pour les arbres fruitiers et la vigne, j'ai vu les gens se débattre dans des problèmes n'ont pas la pompe, par exemple à Boufarik, je cite le cas bien précis, une pompe pour pouvoir irriguer une parcelle de terre où se trouvent des richesses inimaginables qui n'existent peut-être pas en Europe. Par exemple, vous avez au Canada 200 ou 300 variétés d'agrumes. C'est une richesse. Quand le bonhomme de la station de Corse est venu, il s'est mis à pleurer. Il a dit, ça c'est notre mère, c'est la mère de toutes les agrumes en Méditerranée, c'est ici que ça a commencé. Et c'est dans cet état, dans cette situation. Donc c'est des choses, des petites choses qui existent au niveau en Algérie qui étaient connues. Ce n'est pas qu'une innovation qu'on va faire. L'innovation, c'est d'abord de remettre tous ces instituts en travail. Et ça, il faut une volonté politique tout à fait claire, nette, etc. C'est là-dessus que c'est la même chose que ce qu'a dit Hajjani pour les semences. Nous avons l'ITGC, qui est un organisme également qui connaissent énormément de choses. Mais toutes ces connaissances ne sont pas transmises au niveau des agriculteurs, au niveau des gens qui vont pouvoir travailler là-dessus. Donc, il faut remettre tous ces instituts. Ne serait-ce que cela, déjà au travail, et je pense qu'on va améliorer beaucoup les choses. Merci Nordin. Merci Nordin. Brahim, à toi, je sais que tu voulais rebondir sur... Non, je vais être très rapide et très succinct, très synthétique. Il y a un constat que tout le monde partage, quel que soit le sujet qu'on va aborder, on va tomber sur la désarticulation de l'État. Ça, quel que soit, ou des secteurs, ou des filières, quel que soit le sujet que l'on va prendre, le mot désarticulation ou désintégration va être le mot clé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette désarticulation, elle est le produit de quoi? Parce qu'on n'a pas toujours été aussi désarticulé que ça. Il y a des moments dans notre histoire où on a été plutôt bien articulé.
La désarticulation, elle est issue d'abord des forces entières et mondialisées et locales qui veulent désarticuler parce que justement, ils cherchent à tirer le maximum des transferts qu'ils réalisent sur l'énergie. Et comme l'économie et l'activité de façon générale est une fonction linéaire de l'énergie, la question en réalité revient à une réflexion sur l'énergie pour réarticuler l'ensemble de la machine. Et cette réarticulation à travers l'énergie doit se faire à travers une politique fiscale énergétique. Dès que nous taxerons l'énergie dans ce pays, on commencera à contrebalancer les effets de désarticulation des forces de la rente et nous commencerons à mieux articuler ceux qui veulent intégrer, ceux qui veulent faire de la convergence dans tous les niveaux, dans tous les aspects. Pour terminer, s'il y a un seul mot d'ordre à retenir, c'est que nous devons repenser notre politique énergétique par une fiscalisation de l'énergie. Et cette fiscalisation de l'énergie, c'est elle qui va nous donner ou qui va mettre en œuvre les forces et sociales et économiques qui vont pouvoir, par le dynamisme du gain, le dynamisme de l'activité, qui vont pouvoir enfin aller vers des convergences. Ce ne sera pas, bien entendu, aussi mécanique. Il y a aussi, je force toujours le trait pour essayer de mettre en valeur une idée, mais l'idée est celle-là. Bien entendu, cela s'accompagne par des réformes politiques et autres, ça c'est évident, mais je ne veux pas parler des choses justes que Fazil a dit sur la gouvernance, c'est tout à fait à sa place. Notre problème, c'est l'énergie, et ce n'est pas la résolution de notre rapport à l'énergie qu'on réglera les autres problèmes, parce que l'énergie, c'est l'invariant. C'est elle qui... c'est sur elle que repose toute notre activité. Et donc, c'est notre rapport à l'énergie qui fait que nous avons une activité désarticulée. C'est donc dans un nouveau rapport à l'énergie, par sa fiscalisation intelligente, que nous pourrons réarticuler les choses. Voilà ce que je veux dire. Merci. Le principe de l'énergie, de la fiscalisation, tout ça nous a expliqué déjà, et qui est vraiment un moteur qui peut vraiment actionner pas mal d'actions en prenant en considération de ce concept de l'énergie et de la fiscalisation de l'énergie. Madame Aqila qui veut intervenir. Attends, je présente parce que... Voilà, Aqila, présentez-vous rapidement. Aqila Melboussi, médecin psychiatre. Je suis dans Villa Innoble et je m'intéresse à l'agriculture depuis quelques temps. Et beaucoup d'agroécologie. Les plantes, oui, elles vont bien, Moi, je suis optimiste parce qu'en fait, le terme d'innovation doit nous permettre d'arrêter de faire des constats amers et de commencer quelque chose par nous-mêmes. Alors, moi, j'ai une toute petite expérience depuis quelques temps. Je suis dans le collectif Torba. Donc, on est une association. Et donc, on essaye d'abord, on fait le concept des jardins partagés. Donc, on essaye de voir des propriétaires privés, aussi des structures d'État qui peuvent nous donner, nous louer ou faire des concessions de terre pour une certaine période. On essaye donc de travailler, de cultiver. Et ensuite, il y a toute une... effectivement, il y a l'histoire des semences, l'histoire du stockage, l'histoire de l'eau. C'est un gros problème. Mais en fait, on essaye quand même de faire avec. L'aspect qui est vraiment intéressant, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a fait des déplacements chez des agriculteurs. Et on a été, il y a des fermes qui ont une grande expérience dans les semences. C'est leurs propres semences qu'ils ont entretenues, qu'ils ont
Exactement, préservées. Et donc, c'est des semences locales et authentiques. Et deuxièmement, l'autre aspect, c'est des agriculteurs qui ont des grands terrains et qui nous ont appelés pour aider à faire la cueillette, la récolte, pour essayer donc d'être proche entre consommateurs et producteurs, éviter l'intermédiaire, éviter tous les aspects et font de la culture saine, sans pesticides, sans produits chimiques. Voilà, donc ça a été très, très positif. On a eu des journées magnifiques, il y a eu de très, très bons contacts, on a eu toutes les familles, vraiment, on a été très, très bien accueillis. Et donc, ils nous ont posé leurs problèmes, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de continuer. Par exemple, la dernière récolte, c'était la cueillette des haricots verts. Bon. Donc, c'est fini, la saison des haricots verts. Donc, on a fait la dernière cueillette il y a 15 jours à peu près. Et donc, pour la période d'été, eux, ils souhaiteraient continuer donc, à faire la culture maraîchère, puis le poivron, le piment, la tomate, mais ils ont un grand problème d'eau. Donc, ils nous ont posé leurs problèmes et ils voudraient que le collectif Torba puisse les aider à trouver une solution. Alors, merci Akela, puisque vous êtes dans l'agroécologie. Oui. Alors, on parle aussi des innovations dans l'agroécologie. Pourquoi bien pas, sûr. Au contraire. Effectivement, il y a des choses à faire, l'histoire des semences, trouver les moyens de les préserver, etc. etc. Et vous êtes bien engagé dans cette agriculture qui est, disons, sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, vous avez des parcelles, vous cultivez, vous voyez grandir votre production. Et bon, c'est l'agriculture familiale. C'est un concept qui est encouragé pour certaines. Pourquoi l'agriculture avant, c'était tous une agriculture familiale, en fin de compte. Mais après, ça s'est étendu à faire une agriculture industrielle qui a dépassé les normes maintenant mondiales. Mais on revient, une certaine carte à l'international, on revient à cette agriculture. Bien. Qui veut réagir, ceux qui sont par Zoom là, qui veut réagir ici maintenant? Monsieur, alors, Omar, avant de passer à l'agriculture saharienne tout à l'heure. Je voudrais poser une question ici. Alors, il y a un incubateur et des porteurs de projets. Alors, les incubateurs et porteurs de projets. Je parle plus fort parce qu'ils doivent écouter. C'est très loin. Nous avons un incubateur et des porteurs de projets. Exact. On analyse Mais je vais présenter le truc. Mon analyse qui a été faite, il y a donc un certain nombre de sujets qui méritent votre attention, bien entendu, et puis qui demandent le concours de nous tous, de façon à donner à M. Fazil le moyen, en quelque sorte, de trouver une solution, au moins, à chaque porteur de projet. Oui. Là, évidemment, il y a eu une présentation, je crois, sommaire, qui n'a pas été faite à tous. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que les semaines réunissent les résumés de ces porteurs de projets pour les envoyer à chacun de nous, de façon à ce que chacun donne un avis, quel serait le moyen d'apporter pour accompagner ce porteur de projet une fois pour toutes, pour qu'on en finisse. S'il y a, je dis bien, visite du ministre ou quoi que ce soit, que la chose soit présentée d'une façon plus organisée. Disons que tel projet mérite un accompagnement de telle sorte qu'il doit être introduit dans telle ou telle compagnie, dans tel ou tel secteur, etc. Et quelle serait l'aide qui serait apportée par le ministère, par le secteur, justement, à ces différents projets. Alors, ceci d'une part, pour rester dans le sujet de l'innovation. D'autre part, évidemment, c'est de devancer la chose, en quelque sorte, pour que cet examen soit fait le plus rapidement possible, pour qu'on puisse sortir de l'incubateur pour aller à une deuxième branche qu'avait demandé M. Bessaoud,
pour laquelle j'ai déjà un résumé sur l'agriculture de montagne. L'agriculture de montagne, c'est un webinaire qu'on devait faire, oui. Et sur laquelle prochainement, on va justement aborder la question par une synthèse. J'ai déjà des documents que M. Abdelhamid m'a donné. Ce sont des anciens documents et d'autres qui sont plus actuels, de façon à ce qu'on puisse présenter la chose et travailler là-dessus dans les prochains webinaires. Voilà ce que j'avais à dire. Tu as fait une bonne liaison pour l'incubateur. Justement, je voulais en parler un petit peu avec M. Daoudi et tout. Et, donc, l'incubateur, nous avons donc les rencontres Agritech de l'incubateur de Fila Hainov. Donc, c'est un concept qu'on a créé au niveau du GRFI. Et c'est un concept qui va donc se produire, enfin un webinaire qu'on va faire le mercredi 30 juin. Et donc les rencontres Agritech, c'est un concept qu'on veut lancer à chaque fois avec les meilleures startups algériennes en agriculture. Alors, pour la première fois, l'incubateur Fila Hainov lance l'événement Les rencontres Agritech. Alors, à la rencontre on a une vingtaine de startups algériennes qui sont déjà inscrites à notre palmarès, puisque ces rencontres viennent après avoir organisé en 2009 le premier concours, et on a récupéré 25 projets qui ont été sélectionnés, dont 5 qui ont été primés. Et donc, alors, tous ces startups, ils ont un point commun, et innovant dans le domaine, ils ont un point qui sont d'innovation dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie. C'est un événement qui sera un véritable moteur d'initiative et générateur de collaboration et de business pour accélérer l'innovation en agriculture en Algérie. Et la thématique principale que j'ai même demandé à M. Ali Daoudi, c'est l'innovation en agriculture et en agro-industrie, une issue pour rebondir suite à la crise sanitaire du Covid-19. Bon, on a pris cet exemple. Pourquoi? Parce que le Covid-19, c'est une réalité qui nous a fait, pendant 2 ans, réfléchir sur un autre mode de fonctionnement. Et en agriculture, c'est très, très, très important de pouvoir s'accrocher avec l'innovation et les startups. Alors, l'événement se veut également un lieu de rencontre, bien sûr, pour les entreprises. Ça, c'est important, parce que nous avons une base de données d'entreprises qui cherchent justement à intégrer le RD, c'est la recherche et développement, et ils veulent rencontrer ces startups. S'ils ont une idée qui les intéresse, ils sont là pour les financer, pour les aider, pour pouvoir effectivement développer un courant entre le porteur de projet et l'entreprise. Donc, alors, qui sont dans la recherche de partenariat RD, recherche de développement et un accompagnant pour mener leur projet à maturité. Alors, le programme du webinaire, bon, nous avons, ça c'est le 30, hein, donc mercredi 30 juin. Il y aura l'ouverture par M. Walid, donc ministre de l'économie, de la connaissance et des startups. Nous avons mis votre nom. Le 30, j'ai déjà un engagement très ferme. Difficile. Le mercredi? Le 30. Le 30 à quelle heure? J'ai une réunion qui va durer au moins 3 heures. Après-midi? Je vais voir. Nous, on commence à 14 heures. 13h30. Aïe. On commence à 13h30. D'accord, on pourra je ne savais pas, ce n'est pas un problème. Oui, on va essayer de voir. Alors, les présentations des startups qui vont être présentes, il y a des parties comme l'innovation dans le système d'irrigation. Adamo Mohamed Yadakoubi, je ne sais pas si vous connaissez, oui, vous ne connaissez peut-être pas. Mohamed Ayman Ketiri, M. Abdelkrim Chengel, tout ça, c'est des porteurs de projets qui ont été primés déjà chez nous, hein, donc à partir du premier concours. Et on a le deuxième concours qui va se situer au mois d'octobre. Hein. C'est pour ça que. Alors, Aïcha Klouch, innovation dans la protection des végétaux et dans la fertilisation. Nous avons Abdelmemid Zino qui a été déjà primé. Bien sûr, je ne vais pas les présenter un à un, il se présentera au moins pendant
Alors, Youba Kourda Shadia, Mourad Brahimi, celui-là, il a déjà été primé et il a présenté une innovation qui, dans le ministère des startups, lui a donné le titre de startup innovante. C'est Samir Mohdeb. Samir Mohdeb, je crois qu'il est en ligne, là, il est connecté en ce moment avec nous. Et Mohamed El-Amin Ben Ba'atallah, c'est lui qui a valorisé les produits agricoles dans le domaine de la spiruline. La spiruline, son entreprise est quand même bien partie. Alors, Tiziri Idir, c'est un projet qui s'appelle GROW, donc l'innovation dans l'agriculture durable et biologique, ça c'est le secteur. La présentation, c'est un dispositif pour production à grande échelle d'insectes pour utilisation comme engrais biologique et aliments du bétail. Mohamed Nadri, il est là, il est parmi nous. Nadri, c'est le développement des zones rurales et montagneuses. Oui, il s'occupe beaucoup de produits. Alors, Hassan Smaïl, c'est un projet qu'on a audité ici, ensemble, concernant un produit contre le Covid. C'est ça, c'est un laboratoire. Et Mustafa Mazouzi, c'est lui qui nous produit les bananes algériennes de CD Froche qu'on vend tous les vendredis ici d'ailleurs. Et il a créé un type de banane méditerranéenne qui est en train de labelliser. Bon, pour nous, c'est une start-up innovante parce que c'est un produit quand même qui est excellent par rapport à ce qu'on importe d'Afrique, etc. Et qui peut être produit dans notre pays à grande échelle et qui peut couvrir pas mal de surface. Loubna Bayarassou, c'est un bon projet, Mourad Bahamdani, etc., etc. Voilà, donc tout ça, tous ces gens-là vont présenter, vont participer à ce webinaire. Et c'est pour ça que je demandais, il y aura d'autres experts, on va avoir probablement le projet TAC, non le Nakhal, on n'a pas encore dit, mais on va essayer d'intégrer un ou deux experts de la Fondation Fidaha. C'est bon, mercredi, on va voir comment c'est vraiment. Il ne faut pas changer le programme. Juste inviter quelqu'un d'autre qui va te donner la. Oui, bon, parce que là, on vous a choisi parce qu'on a pensé que vous étiez quand même là. Non, mais une solution, c'est que tu peux, si tu prépares une vidéo, si tu peux te faire un truc en vidéo, tu passes la vidéo. Ah oui, c'est possible. Ouais. Tu fais 10 minutes, un quart d'heure de ton intervention vidéo, tu lui envoies. Ça aurait été bien aussi d'intervenir dans la discussion. Voilà. Donc alors, voilà concernant notre projet. Nous avons bien sûr le concours CIPSA Innov 2, la deuxième édition, en octobre. Et ça, nous avons donc Fazil qui chapeaute un petit peu cet incubateur et le concours déjà qui a été lancé, donc des thématiques et tout ça avec une chef de projet qui est Iman Mihouk, c'est d'ailleurs elle est agronomiste, vous la connaissez peut-être, les docteurs en agronomie, avec nous, les chefs de projet. C'est celle qui est tout ce qui est thématique agriculture, etc. Voilà. Et donc, ça, on aura besoin après, parce qu'on a reçu déjà 40 projets en agriculture, et on n'a pas encore, si vous voulez, on n'a pas fait de réunion pour d'abord sélectionner, avec bien sûr un modèle, etc. Et moi, c'est de créer un jury qui puisse être. Moi, je les ai choisis en tant que jury, si vous acceptez aussi. Parmi le groupe, D'ici octobre, on a le temps de s'organiser, bien sûr, avec plaisir. Donc, le projet, le concours se déroulera pendant le salon CIPSA. Le salon CIPSA a été reculé d'une année, donc c'est du 11 au 14 octobre. J'espère que l'événementiel reprendra. Parce que, non, mais ça a beaucoup on reçoit beaucoup de demandes de participation, même étrangères. Et pourtant, les étrangers, les pavillons France, pavillons allemand, pavillons Pays-Bas, parce que tout ça, ils veulent venir. Alors, ils sont tous en train de dire, bon, nous voulons être en présentiel. S'il n'y a pas de confinement, si l'Algérie sort du confinement, on viendra. Mais nous, on a fait la partie virtuelle, parce qu'on a fait le salon
présentiel, donc un palais des expositions, mais à côté de ça, une salle de conférence, avec, etc., virtuelle. C'est-à-dire on peut visiter le salon virtuel, avoir des contacts B2B, des réunions, etc., en virtuel. Et on s'est dit, les étrangers qui veulent venir, qui ne peuvent pas venir, peuvent aller quand même en virtuel. Sauf que les étrangers qui sont installés en Algérie, qui ont des représentants, etc., ils sont représentés par leurs représentants. Voilà, donc ça c'est un petit peu le travail. Bon, on passe au sujet du bouquin, si vous voulez bien, rapidement. Et je redonne la parole à Omar. Omar, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, mais oui. Alors, juste que, puisque notre invité, M. Daoudi, est là, il a parlé de néo-agriculture saharienne entre mirage et réalité. C'est bien, les mirages, une agriculture saharienne sans les Eurasiens, tout ça, c'est des titres qui attirent et qui donnent à réfléchir. La néo-agriculture saharienne entre mirage et réalité. Vous nous expliquez ça tout à l'heure ou bien maintenant? Allez-y. Oui, il va vous expliquer. Dans cet ouvrage, j'ai participé avec 2 petites contributions. La première, c'est une sorte de restitution de plusieurs années d'intérêt à l'agriculture saharienne nouvelle, la néo-agriculture saharienne. Donc, on a commencé à travailler sur cette question depuis 2012. Essentiellement, pas seulement saharienne, mais dans les zones arides, y compris les zones pastorales typiques. Donc là où il y a de la nouvelle agriculture irriguée. Donc on a commencé à s'intéresser à ça et regarder un peu cette dynamique, ses échecs, mais aussi ses réussites. C'est pour ça que je parle. Et dans cette intervention ou contribution, c'est pour dire qu'il y a des échecs, il y a aussi des réussites. Et qu'on a tout intérêt à bien regarder à la fois les échecs pour bien voir qu'est-ce qu'il ne faut plus répéter comme erreur, mais aussi capitaliser sur les réussites et les accompagner à se pérenniser, à devenir plus durables. Et il y a 2 ou 3 grands messages que nous avons retenus à travers notre regard forcément partiel. Nous ne prétendons pas, moi dans cette contribution, même si j'ai travaillé pendant plusieurs années sur l'agriculture saharienne, la néo-agriculture saharienne, je n'ai aucune prétention de maîtriser, c'est tellement vaste et c'est tellement diversifié. Nous n'avons regardé qu'un bout de la dynamique et donc je ne restitue que ce bout de la dynamique que j'ai observé. Nous avons observé avec mon équipe, on était plusieurs, mes doctorants, etc., et des collaborateurs de recherche qui étaient avec moi dans l'équipe. Donc le plus gros, c'est que ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont émergé d'une dynamique d'apprentissage long dans l'agriculture. Ils peuvent venir d'origines diverses. Ils peuvent ne pas être forcément des agriculteurs à la base, mais qui ont suivi une sorte de cheminement d'apprentissage dans lequel ils ont acquis, si vous voulez, les rudiments de la réussite. Les rudiments de la réussite, c'est la technicité, mais c'est aussi les capacités managériales, mais c'est aussi le réseau qui permet d'accéder aux facteurs de production, d'accéder à l'information, d'accéder au marché. Une fois que nous avons la production et grâce au téléphone, ils peuvent vendre leur production. Ceux qui n'arrivent pas à capitaliser sur ces 3 types de capitaux, 5 types de capitaux, ils réussissent. Et donc, on a jusqu'à aujourd'hui, on continue à observer d'ailleurs ce qu'on appelle nous les entrepreneurs et on essaie de comprendre le processus de réussite, si vous voulez, d'émergence, de réussite, de pérennisation et de reproduction de ce modèle. Et donc, ce sont là quelques éléments que je restitue dans ça. Mais par ailleurs, dans cette contribution, je dis aussi que l'État est un peu, comment dire, à la mémoire courte, pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui ne réussissent pas nécessairement et qu'on reproduit au bout de quelques décennies après. Exactement les mêmes. Et qu'on a l'impression, et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais très content lorsque Omar et Innovation et tout le monde avait proposé d'écrire et de stabiliser le débat dans un document. Je suis certain que les années 80, fin des années 80-90, lorsque cette expérience a été lancée dans le Sahara, je suis certain qu'il y avait un débat très intéressant au niveau de la communauté
que ce soit académique ou des cadres opérationnels dans le secteur. Mais ce débat n'est pas restitué. Nous ne trouvons pas les traces de ce débat aujourd'hui et on aurait aimé construire sur les acquis de ce débat. Ça, aujourd'hui, c'est un élément du débat qui est stabilisé. Nous invitons, donc c'est une très bonne initiative à chaque fois, de documenter ces débats et laisser pour les autres, les générations, parce que ça va être utilisé, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques années par d'autres, et ça permettra de faire avancer les choses. Et donc, l'État a une mémoire courte, il reproduit à cycle régulier les mêmes erreurs, acculé par les mêmes facteurs, il reproduit les mêmes erreurs. La fin des années 80, la crise pétrolière, difficulté à couvrir la facture des importations, on va vers le sud, on développe la céréaliculture à grande échelle. Quelques années après, la débâcle, l'échec. Aujourd'hui, on est dans la même situation et on reproduit la même chose et on y va vers le sud rapidement. On fait presque la même chose. Ce que je trouve quand même assez déplorable. Peut-être qu'on pourrait faire certaines choses, mais en tirant les enseignements de ce qui n'a pas marché les années, c'est-à-dire en prenant le temps de capitaliser sur ces expériences. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément aussi, c'est que l'agriculture dans le Sud est à inventer, à réinventer. Il n'y a pas de modèle. Il y a le modèle oisien qui a fait un peu son temps, qui a encore des principes et des valeurs qui pourraient être réactualisés, mais il n'est pas, si on analyse bien le modèle oisien, il n'est plus reproductible dans les conditions sociales et économiques d'aujourd'hui. Il faut donc réinventer un modèle d'agriculture saharienne. Et ça ne peut pas se faire, ça ne peut se faire que par des acteurs qui font beaucoup d'erreurs, mais qui capitalisent, qui sont dans une logique de capitalisation. Ce qui est dramatique, c'est qu'on a des acteurs qui n'ont aucun ancrage territorial, qui viennent, font une expérience, qui échouent et qui repartent. Ils ne laissent pas de traces. Les gens qui réussissent, ce sont ceux qui ont, je peux me tromper, mais qui ont un ancrage territorial et qui ont un intérêt au développement du territoire et qui, même s'ils se trompent, ils laisseront autour d'eux des traces pour les gens qui vont reprendre l'expérience, etc. Ça, il faut qu'on soit conscient à ce que dans cette dynamique qu'on est en train de créer dans le Sud, qu'elle soit ouverte à tous les acteurs, mais qu'il y ait quand même une grande partie de gens qui ont un ancrage territorial dans les zones à développer. C'est eux qui vont capitaliser au niveau local et c'est eux qui vont prendre le risque, ou plutôt rebondir après échec et capitaliser sur l'échec. En gros, c'est un peu ça ce que je dis dans cette contribution. Il y a une deuxième contribution que je fais avec deux collègues à moi, mon étudiante et une collègue. C'est une contribution très ponctuelle, très factuelle aussi. On a fait une enquête en des substituts dans des générations. Oui, parce qu'il y a une coupure. Hein, il y a une coupure. Donc, à travers cette restitution de cette petite enquête avec des éléments factuels dans lesquels on compare des agriculteurs qui ont bénéficié de terres dans le cadre de la mise en valeur sur une petite période, et on essaye de voir comment leurs modèles agricoles ont évolué. Ceux qui diversifient, vont vers le palmier, s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui restent sur la monoculture de céréales. Ceux qui sont sur la monoculture de céréales sont sur des niveaux de performance technique élevés par rapport à la moyenne nationale et qui peuvent donc donner l'illusion que ça marche, mais ça ne marche pas par rapport au coût dans la région. À 40 quintaux à l'hectare ou à 45 même, c'est vraiment pas rentable et pas intéressant d'y aller. Voilà, même avec 80, si on calcule le coût réel de l'ensemble des facteurs de production, c'est pas rentable. Si on facture l'électricité à son prix réel, parce que tous ceux qu'on a, l'eau, et j'y arrive, l'eau parce que l'eau, l'électricité, on ne paye pas de foncier, on ne paye pas d'impôts, on ne paye rien du tout en définitive, et malgré ça, ça ne reste pas rentable. Donc c'est très sensible. Nous, on attire l'attention à travers quelques chiffres sur cette question. Encore une fois, c'est une enquête qui n'est pas nécessairement représentative, c'est un petit échantillon qui éclaire une réalité, mais qui ne couvre pas toute la réalité. On invite à plus de précautions, à dire élargissons l'analyse, prenons le temps d'évaluer, et sur la base des résultats, on pourrait aller plus en détail. Voilà ce que j'ai à dire sur les petites contributions. Encore une fois, je remercie donc les porteurs de cette initiative, que je salue vivement. Nous sommes une société orale on n'a pas de tradition de laisser de traces écrites, c'est dramatique.
Mais commencer à écrire, stabiliser les débats, même ça vaut ce que ça vaudra beaucoup de choses pour les gens qui vont lire ça dans quelques dizaines d'années. Ils se rendront compte qu'il y a une réflexion, qu'il y a des gens qui se posent des questions. Absolument. Et que débat il y a eu autour de cette question de la culture sahraoui. Merci. Merci Ali. Donc on arrive presque à la fin là ici. Je voudrais que Omar réagisse sur ça. Si tu peux prendre la parole, Omar. Non, moi je dis simplement, tout est sujet à débat. On a eu ce débat qui a été très large, très riche, qui a associé plusieurs partenaires, de Fila Hainov en passant par les gens de Torba, des universitaires, des techniciens. Je pense que, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a le mérite d'exister et de poser les termes du débat. Ceci dit, en termes de capitalisation, on a essayé de rassembler tout ce qui s'est écrit depuis les années 80. Et je peux vous dire que beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été dites. Voilà. Moi, c'est ce que, en tout cas, c'était un petit peu mon idée, c'était aussi d'éclairer, pas simplement l'opinion, mais les décideurs pour éclairer leurs décisions, dire attention, ce que vous faites n'est peut-être pas toujours très techniquement, économiquement, écologiquement et même socialement parlant, n'est pas très adapté. C'est tout simplement ça. Alors maintenant, je crois qu'on est arrivé aussi à l'issue de ce débat au terme d'une nouvelle discussion, c'est-à-dire on a fait émerger des thèmes. On a fait émerger des thèmes qu'il s'agirait peut-être d'explorer. Moi, je pense que bon, on est déjà avec et Ali et d'autres collègues. Attention, on ne réfléchit pas simplement au niveau local ou algérien. On réfléchit également à des niveaux plus larges, au niveau Maghreb, au niveau du monde arabe. Vous avez bien vu que nous avons essayé de tirer aussi les leçons de l'expérience à la fois libyenne, mais aussi saoudienne. On a fait le bilan là-dessus. Bon, sans compter évidemment cette espèce de démantèlement du mythe californien. Ça, c'est clair, je pense que c'est. J'espère que ça deviendra de plus en plus clair pour beaucoup de monde et notamment de ceux qui nous gouvernent. Voilà. Moi, ce que je pense, et je l'ai dit, la chose contre laquelle je me battrai toujours, c'est qu'un groupe s'érige et lance des expériences et en plus n'est pas comptable de cette expérience. C'est-à-dire, il peut partir du jour au lendemain. Il y a eu des dégâts sur le plan économique, il y a eu des dépenses d'argent public et personne ne rend compte de ça. Alors voilà, moi c'est ça ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des questions qui concernent tous les citoyens, de l'académicien ou de l'universitaire que je suis, jusqu'au simple citoyen, à l'agriculteur local, etc. Voilà, Hadamakan. C'était le but de l'exercice. En tout cas, on a maintenant avancé, il y a de nouvelles questions. La question de l'économie d'eau, la question de la monoculture et des systèmes de culture dans les zones fragiles, la question des pollutions, la question du défi climatique, etc. Il y a plein de questions sur lesquelles nous allons nous pencher à l'avenir et on reviendra certainement vers Fila Hainov pour relancer le débat. On se donne nous on a le temps, même si on n'a plus, je veux dire, bon, on se donne une année pour revenir sur ce thème et rebondir et peut-être sortir autre chose d'ici une année ou deux. Voilà. Merci. Merci Omar. Je crois que nous avons effectivement, avec la sortie de ce livre, fait une compilation concernant l'agriculture saharienne. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi beaucoup travaillé avec le fameux mémorandum que le groupe du GRFI avait travaillé. Donc nous, on va
il y a une deuxième thématique qui nous intéresse au plus haut point, c'est celle des montagnes. Et c'est pour ça que nous allons préparer un travail en interne pour préparer un webinaire qui va couvrir, disons, les différents aspects de thématiques concernant l'agriculture de montagne. C'est avec M. Zeraya. Ce que je peux dire une chose, c'est que l'ouvrage Jardin ne reproduit pas entièrement tous les débats qu'on a mis. Oui. Le mémorandum n'a été qu'une synthèse, en quelque sorte un résumé. Mais en vérité, nous avons des extraits différents. Parfois, nous avons commencé avec la contribution, bien entendu, de Dr. Bourguessa. Et sur quoi nous avions insisté, c'était beaucoup plus sur les systèmes de production. Les systèmes de production, c'est-à-dire où l'animal doit être présent, pas. Et d'autre part, c'était la formation. La formation qui devait être en premier. Cette question aussi a été abordée par M. Bessaoud dernièrement. Nous l'avons mis en exergue en quelque sorte dans le document. Ce qui fait que l'ouvrage d'Adam ne reproduit uniquement le résumé. Voilà. Merci. Alors, y a-t-il une dernière intervention parce que c'est l'heure de clôturer. Dans le groupe ici, il n'y a personne qui peut intervenir, ou bien au niveau des invités par Zoom, là, qui veut, Madame Joudar peut-être, ou quelqu'un d'autre. Sinon, on clôture. Oui, Madame Joudar, allez-y. Allez-y. Je voulais juste vous remercier pour cette initiative de penser à toutes ces agricultures de montagne sahariennes, etc. Moi, ça fait quand même 8 ans, bientôt 9 ans que j'ai commencé cette aventure. Maintenant, je vois que ça va se concrétiser et j'y crois parce que nous étions 9 écoles à patauger, mais maintenant, je pense que ça va se concrétiser à travers déjà votre incubateur, mais aussi les incubateurs qui sont installés un peu dans les universités. Pour répondre juste à M. Omar Bessaoud qui avait posé la question, est-ce qu'il y avait des initiatives au niveau des universités? Effectivement, il y a des initiatives. Mais le degré d'implication des universitaires, parfois, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaite. C'est ça. Et voilà. Mais je pense que maintenant, on est entre le fer et l'enclume, donc on est obligé de s'y mettre et l'État doit mettre le paquet pour que ça réussisse. Et nous sommes là pour partager notre expérience parce que nous avons subi, tous les gestionnaires des différentes écoles, nous avons subi des formations à l'INSA de Lyon qui nous permettent de suivre justement ces projets et de les mener à bien. Inch'Allah, on va contribuer avec vous. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci, Madame Joudar. Je pense que s'il n'y a pas d'autres interventions, on va quitter parce qu'on a des objectifs. Après, on a une petite encore réunion à faire. Allez, merci et au revoir à tout le monde. Au plaisir de vous revoir tous et toutes. Au revoir. C'est très intéressant. Bien sûr, Omar, à samedi prochain, si vous voulez, il n'y a aucun problème. On vous enverra l'invitation sur des thématiques qu'on est en train de développer. Mais en tous les cas, il y a le webinaire qui va se tenir. Donc, alors, mercredi 31 ou 30, ou bien alors jeudi. On va peut-être se déplacer d'un jour parce qu'on n'a pas encore lancé l'information et on va le faire cette semaine justement avec les gens, les intervenants. Merci à vous, à tous. Amine. Oui, Amine. Rachid. Avant que tu coupes, je voulais te donner une information. Alors, donne-moi une information, vas-y. Nouri, tu te rappelles de Nouri Chadi, le Libyen. Nouri, le Libyen, oui. Il est devenu secrétaire d'État à l'agriculture. Il est devenu quoi? Secrétaire d'État à l'agriculture. C'est bien pour lui. Voilà. Nouri, voilà. Et moi, il était très politisé à l'époque, je me rappelle très bien. Et ben, c'est bien, on pourra je l'ai invité, il est venu en Algérie. Hein. Voilà, on va l'inviter. Ok. Ça va faciliter les relations algéro-libyennes dans le domaine de l'agriculture. Ok, ciao, ciao. Alors, merci beaucoup à tous et à bientôt. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.